Salut à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui ce sera une vidéo assez importante qui m'est demandée depuis vachement longtemps et qui sera surtout destinée aux cubeurs assez néophytes, assez débutants. Ça sera le vocabulaire du Rubik's Cube. Alors bien sûr c'est très vaste, il y a beaucoup de vocabulaire et c'est vrai que quand on n'est pas forcément adepte du Rubik's Cube, quand on entend quelqu'un parler de OLL, PLL, je sais pas trop quoi, ZBLL, F2L, je sais pas quoi. C'est sûr que quand on sait pas trop ce que c'est, ça peut paraître compliqué. Donc là, je vais vous apprendre tout le vocabulaire qui englobe le Rubik's Cube. Et puis voilà, j'espère que la vidéo va pas être trop longue parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais bon, on va commencer tout de suite. Alors déjà, déjà les trucs que vous connaissez, les différents cubes, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, qui sont définis par leur nombre de couches. On dit que c'est un 2 par 2 par 3. En fait, c'est la formule qu'il faut avoir pour avoir leur volume entier. Là, pour avoir le volume de 2x2 en unité de 1, bah, on fait 2 x 2 x 2, donc voilà. Donc le 3 par 3, le 4 par 4, le 5 par 5. En compétition officielle, ça va jusqu'au 7 par 7, mais après il y a tous les autres cubes qui ne sont pas cubiques, comme par exemple le Scar One, le Megaminx, le Pyraminx, voilà, ou même le Clock, et tous les résolutions de 3x3 spéciales. Donc je vais commencer par vous dire un petit peu dans l'ordre. Alors, tout d'abord, dans les A, et c'est aussi, je pense, un des trucs les plus importants au Rubik's Cube, un algorithme. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien, un algorithme, c'est tout simplement une succession de formules qui apporte à un résultat donné au Rubik's Cube. Voilà, c'est une succession de formules inventées, voilà, avant et qui amène quelque chose sur le cube. Par exemple, si ici je veux faire une formule qui m'échange juste ces deux coins, enfin non, qui me renverse ces deux coins comme ceci, sans tourner les cubes bien sûr, bah, je vais faire un algorithme. Et voilà. Et donc il y a des algorithmes pour tout sur le Rubik's Cube, et les méthodes de Rubik's Cube sont basées sur les algorithmes. Ensuite, l'algorithme de Dieu. Et bien l'algorithme de Dieu, c'est tout simplement le nombre de mouvements minimum qu'on peut faire pour résoudre un Rubik's Cube lorsqu'il est mélangé. Et bien en fait ce nombre il est de 20, voilà, c'est des chercheurs qui travaillent pour Google qui ont réussi à trouver ça avec des super ordinateurs. Ils ont réussi à trouver que parmi n'importe quel des, je sais plus, je crois que c'est 48 milliards de combinaisons différentes du Rubik's Cube, n'importe quelle de ces combinaisons peut se résoudre en minimum 20 mouvements. Sauf que bien sûr, les meilleures méthodes de speed cubing peuvent descendre à 40 mouvements, ce qui est quand même loin des 40 mouvements minimum. Il faut vraiment être un génie pour réussir à faire l'algorithme de Dieu, et ne comptez pas sur la chance, on a une chance sur 48 milliards de milliards, alors c'est pas vraiment efficace. Ensuite, je vais tout de suite parler des pièces du cube. Alors il y a les coins composés de 3 couleurs, donc il y en a 12, non, il y en a 8, les arêtes composées de 2 couleurs, il y en a 12, et les centres qui ne bougent pas par rapport à eux-mêmes, par rapport aux 6 centres, et il y en a 6, voilà. Ensuite, on continue. Un AUF. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais le marquer, ça sera plus simple. Alors, AUF, c'est tout simplement Align Your Face. Donc, tout simplement, c'est pour les 2 derniers étages de la méthode Friedrich, donc la méthode la plus utilisée le plus couramment au Rubik's Cube. Donc là, je vais vous montrer pour la dernière formule. Lorsqu'on on peut exécuter notre algorithme sans forcément être aligné avec la face et faire un dernier mouvement qui s'appelle l'AUF pour finir le cube. Alors ensuite on continue, un average. Alors un average, c'est tout simplement une moyenne de résolution, donc au Rubik's Cube, basée sur des temps de résolution. Alors ça peut aller de 5 temps à 100 temps à 1000 résolutions, et puis en fait dans les moyennes on enlève le moins bon temps et le meilleur temps pour que ça fasse quelque chose de bien représentatif, quoi. Alors le blind tout simplement, donc BLIND, c'est tout simplement
la résolution de Rubik's Cube à l'aveugle. Donc voilà, il y a des méthodes pour ça, c'est très compliqué quand même, mais ça se fait. Voilà. Alors ensuite, le block building. Alors le block building, c'est tout simplement la création de blocs, donc c'est très utilisé pour des méthodes comme Petrus, ou Hayes, ou Fish, ou même Roux. Voilà, c'est en fait, on construit des blocs comme ça de Rubik's Cube, et donc voilà, ça c'est un bloc, vous voyez. Or, pour d'autres méthodes comme Friedrich, on ne construit pas des blocs, on construit des paires pour former les étages. Mais sinon voilà. Alors ensuite, maintenant je vais un petit peu vous parler des notations, les notations principales. Donc il y a F, R, U, L, D, B, M, E et S. Alors en fait tout simplement F pour front, donc lorsqu'on fait F, c'est en fait pour bien connaître les notations, pour les apprendre très facilement, je vous conseille d'aller voir, si jamais vous les connaissez pas, ma vidéo sur les notations internationales. Et ben en fait la face qui tourne, par exemple quand je dis F c'est front, la face qui tourne, et ben faut se dire que c'est toujours celle qui va elle va dans le sens des aiguilles d'une montre quand il n'y a pas le prime. Par exemple ici je dis F, vous voyez que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si je dis F', et ben c'est le même mouvement mais en arrière, ça tourne dans le sens inverse. Et F2, bah, c'est juste 2, et là il n'y a pas d'importance de le faire dans un sens ou l'autre. Par exemple si je dis B', je peux regarder que B', ça va, tu vois, je fais B' là, je peux voir que ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est comme ça que ça marche pour les notations. Alors ensuite, si on continue, il y a le buffer. Alors le buffer, c'est quelque chose qui est pas très important à connaître, c'est pour ceux qui font du blind. C'est tout simplement une pièce, parce qu'en fait la résolution du blind est basée sur des cycles où on va, enfin en tout cas la méthode débutant, basée sur des cycles où on va on va placer le cube pièce par pièce en formant des cycles de placement de pièces, en utilisant des algorithmes. Et le buffer, c'est la pièce par laquelle on va passer à chaque fois lorsqu'on va faire notre cycle. Donc c'est souvent c'est souvent cette pièce ici, ou alors celle-là, et puis après il faut en choisir une pour les arêtes, mais bon, vous apprendrez ça quand vous ferez du blind, c'est pas très important. Ensuite, CFOP. Alors CFOP, ça vient tout simplement de corner, putain je suis trop con, cross, F2L, OLL, PLL. Et bien tout simplement, c'est les étapes de résolution de la méthode Friedrich. La méthode Friedrich, elle est décomposée en ces 4 étapes, qui sont la croix, donc cross, les F2L, donc c'est-à-dire first two layers, c'est-à-dire on va former des paires qu'on va insérer entre les branches de la croix pour résoudre les 2 premiers étages en même temps. Et ensuite on aura l'OLL pour Orientation Last Layer, et on aura le PLL pour Permutation Last Layer, c'est-à-dire basiquement finir le cube. Et l'OLL en fait c'est faire la face jaune, donc orienter toutes les pièces vers le haut. Je peux très bien vous faire une petite représentation. J'ai fini mes F2L, je vais faire l'OLL, c'est-à-dire que je vais faire la face jaune entière, comme ça, et ensuite je fais mon PLL pour placer les dernières pièces. Voilà. Alors ensuite, donc voilà, ça c'est les 4 principaux subsets. Donc maintenant je vais m'expliquer qu'est-ce qu'un subset. Un subset, c'est juste une famille d'algorithmes. Par exemple, vous voyez que cross c'est pas vraiment une famille d'algorithmes parce que ça se fait très intuitivement, mais les F2L, les OLL, les PLL, c'est une famille d'algorithmes, on appelle ça un subset. Et bien il y a plein de familles d'algorithmes, et je pense que la vidéo va surtout s'orienter là-dessus pour vous expliquer toutes les différentes familles d'algorithmes comme OLLCP, ZBLL, COLL, CLLEF, 1LLL, CFCE, CPELL, il y en a plein, et quand on sait pas ce que c'est pas forcément parlant, et donc je vais surtout vous expliquer ça maintenant. Et bien c'est parti. Donc voilà, donc je vais vous expliquer pour la méthode Friedrich
les subsets, donc F2L, OLL, PLL. Donc il y en a 21 à apprendre pour les PLL, pour finir le cube. Et pour faire la phase jaune, donc l'OLL, il y en a 57. Donc ça fait déjà 78 algos pour connaître tout Friedrich entier, puisque les F2L, c'est assez intuitif, il n'y a pas besoin de tout connaître pour savoir... Enfin, c'est très intuitif, il n'y a pas besoin d'apprendre d'algo pour savoir faire les F2L. Alors je vais tout de suite continuer, je vais vous parler d'autres subsets du Rubik's Cube. Je vais vous parler surtout des plus importants, je vais vous expliquer ce qu'ils signifient. Alors c'est parti. Alors les COLL. Alors COLL, pour Corner Orientation Last Layer. Alors quand il y a LL dans un truc, c'est toujours pour Last Layer. Donc c'est Corner Orientation, puis Last Layer. Alors c'est tout simplement quand vous venez de finir vos F2L et vous avez votre croix sur la face du haut. Et au lieu de faire votre algorithme basique d'OLL que vous avez appris parmi les 57, vous allez faire un autre algorithme. Mais qui pourrait résoudre le même cas. Et en fait, cet algorithme, tout simplement, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous orienter les arêtes. Enfin, voilà, il va vous orienter les coins, pardon. Et du coup, ça fait que vous tomberez forcément sur une PLL d'arête. Voilà, et après, on a une PLL d'arête qui est très très rapide. En fait, on fait un algorithme différent pour avoir quelque chose de plus sympa. Alors, on continue. ZBLL. Alors, ZBLL, ça, c'est quelque chose d'assez fou. C'est tout simplement... Donc ZBLL, donc ça veut dire en fait, je crois que c'est le prénom d'un mec auquel ses initiales c'est ZB, c'était un russe, puis Last Layer. Et ben en fait, c'est lorsqu'on vient de finir nos F2L et qu'on a la croix sur la dernière face, en un seul algorithme, on finit le cube. Alors ça paraît magique, on se dit c'est super, c'est génial, il faut que j'apprenne ça. Le problème c'est que ça serait trop beau si c'était si facile. En fait il y en a 476, donc voilà, je crois qu'il y en a 9 sur Terre qui les connaissent toutes, c'est très compliqué. Alors on continue avec les OLLCP. Alors une OLLCP, c'est pareil que les COLL, sauf qu'on n'a pas forcément la croix. Donc OLLCP c'est pour Orientation Last Layer and Corner Permutation. Donc voilà, c'est pareil que OLL, sauf qu'on rajoute Corner Permutation. Voilà, c'est au lieu de faire l'algorithme standard, on en fait un autre qui nous donne une PLL, d'arête. Parce que c'est très rapide. Alors ensuite, le contraire des COLL, c'est bien sûr les ELL. Donc je dis bien sûr, mais en fait, c'est pas forcément clair ce que c'est. Alors une ELL, c'est pareil, sauf que ça va pas vous orienter les arêtes forcément. Non, les coins, mais ça va vous orienter les arêtes. C'est le contraire. Au lieu de vous orienter tous les coins, ça va vous orienter toutes les arêtes. Donc vous faites un algorithme qui est autre que la COLL normale, et du coup vous tombez sur une PLL avec toutes les arêtes bien placées. Vous voyez? Donc c'est pratique puisqu'il y a une chance sur 4 d'avoir un skip. C'est surtout pour ça, parce que les PLL de coin uniquement sont pas forcément les plus rapides. Hop, on continue. Alors une 1LLL. Alors une 1LLL, c'est quelque chose d'assez fou. C'est basiquement, on vient de finir nos F2L, peu importe l'orientation des arêtes, si on a une croix, un point, un L, une ligne, on finit le cube en un seul algorithme. On reconnaît un cas sur la dernière couronne pour finir le cube en un seul algorithme. Alors 1LLL en fait ça veut dire one look, puis last layer. Et ben c'est tout simplement ça. C'est une vue quoi, c'est un seul regard. En un seul algorithme, on finit tout l'algorithme. On finit tout le cube. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a plus de 2000 à apprendre. Donc ça, le truc, c'est d'en connaître quelques-uns et de les faire dès qu'on tombe dessus. Mais voilà quoi, c'est pas du tout... on peut pas toutes les connaître, c'est pas possible. Ensuite, on continue. Donc un solve qui est full step, donc ça c'est pas une abréviation. Un solve qui est full step, c'est tout simplement un solve auquel on a on va parler principalement de Friedrich. C'est un solve auquel on a fait toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de skip. Alors un skip, S-K-I-P,
c'est tout simplement un coup de chance où on saute une étape. Par exemple, mon meilleur temps en compétition est un 7,97. Et bien tout simplement j'avais fini mes F2L et ensuite j'ai fait un algorithme pour faire mon OLL et j'ai eu ce qu'on appelle un PLL skip. À la fin de mon OLL, le cube était résolu, j'avais pas besoin de faire mon dernier algorithme de OLL, enfin de PLL, et du coup ça fait perdre bien 3 secondes, 2 secondes, on a de la chance. Voilà, il y a aussi les OLL skip, c'est on insère notre dernière paire pour finir nos 2 premiers étages et on a déjà toute la phase jaune qui est faite. Ou alors on a les last layer skip. En fait, on insère notre dernière paire et on a déjà tout fini. Ça, il y a une chance sur 1500, je crois. C'est très lucky. Je crois que j'en ai eu 3 dans ma vie. Hop, alors on continue. Et bien maintenant, je vais vous parler de ce que c'est qu'une X-Cross. Alors une X-Cross, donc normalement, je crois que c'est la petite astuce, la dernière petite astuce qu'on avait mis sur la chaîne. C'est lorsqu'on fait notre croix, donc en Friedrich en tout cas, on finit notre croix. Et on a déjà une F2L qui est placée. Ça peut être volontaire ou involontaire, mais en tout cas c'est un petit peu comme un skip, c'est un coup de chance et c'est super pour la suite parce que ça nous fait une F2L de moins, donc c'est très rapide. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui prédisent les skips ou qui connaissent des algorithmes pour provoquer les skips. Alors ensuite, maintenant, je pense que je peux vous parler des autres subsets. Alors il y a par exemple les subsets pour plein d'autres cubes, par exemple au 2x2. Il existe le subset principal, c'est le subset des CLL. Alors en fait les CLL c'est tout simplement la méthode la plus avancée la méthode avancée au Rubik's Cube, c'est pas la plus avancée au Rubik's Cube, et en fait ce qu'on fait dans cette méthode c'est qu'on fait notre face avec notre première couronne, voilà, notre face avec notre première couronne, et ensuite on résout le cube voilà, je m'excuse loupé, mais en fait bon, on fait notre face avec la première couronne comme ceci. Et là on a la première couronne, et ensuite en un seul algorithme on finit tout le cube. On reconnaît un cas de coin, c'est les mêmes que les COLL en fait, c'est ça le secret, mais bon, c'est pas les mêmes algos, et ça nous permet de finir le cube. Sauf qu'ensuite après, au 2x2 il y a aussi les EG1 et EG2. Alors EG1, qu'est-ce que c'est? EG1 en fait c'est presque pareil que CLL, sauf qu'on ne fait pas la première couronne. On fait une face, n'importe laquelle, et c'est lorsqu'on fait notre face, donc ici j'ai fait la face blanche, on a ces deux coins qui s'inversent. Ça c'est EG1. Et là il y a aussi 42 algorithmes, parce qu'il y a 42 algorithmes pour les CLL, là il y en a 42 aussi. Et en un seul algorithme on finit le cube. Et ensuite il y a les EG2, et EG2 c'est pareil que EG1, sauf que ce sont ces deux coins qui s'inversent sur la face du bas. Donc là aussi on a 42. Voilà. Bon, moi je les connais pas toutes, je connais juste quelques-unes pour la vidéo. Donc on continue. Alors qu'est-ce que du lube? Le lube c'est tout simplement le produit, c'est un agent qu'on met dans le Rubik's Cube pour optimiser la vitesse. Là principalement c'est du Lubix ou du Maru, où elle s'est fait à base de silicone. Ensuite le look ahead. Alors le look ahead c'est tout simplement l'anticipation, c'est-à-dire essayer de prévoir les choses au Rubik's Cube, c'est ça, c'est l'anticipation en fait, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, un Lucky Solve. Un Lucky Solve, c'est tout simplement un solve chanceux. Par exemple, si on a un PLL skip ou un skip, c'était un Lucky Solve. Je sais pas si j'ai précisé, mais last layer c'est la dernière couronne, ça je sais pas si je l'ai précisé avant. Alors ensuite maintenant un PB. Alors un PB c'est quelque chose que vous avez sûrement souvent entendu, donc ça s'écrit bien sûr PB, c'est tout simplement personal best
donc le record personnel, donc que ce soit pour n'importe quel cube. Je sais que moi mon PB au 3x3 single c'est 6,34 et mon PB average of 5, donc moyenne de 5, c'est 8,66 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais pas vous parler des différentes méthodes, hein, je pense pas que ça soit très important. Alors, un setup move, qu'est-ce qu'un setup move? Eh bien, un setup move, c'est tout simplement un mouvement qu'on fait avant un algorithme qu'on connaît déjà pour que ça nous donne quelque chose d'autre. Par exemple, si je veux résoudre ce cas, par exemple, ici, je vois que j'ai ce coin qui est bien placé, ce coin qui est bien placé, j'aimerais résoudre ça. Eh bien, je vois que si je fais un mouvement de setup comme ça, et que je fais les deux chaises, et qu'ensuite je replace tout, et ben mon setup c'était le mouvement que j'ai fait en premier, le D-setup, le unsetup ou le setup exposant -1, c'est le dernier mouvement que je fais à la fin, quoi, où je remets tout. Alors qu'est-ce qu'un time attack? Un time attack c'est en fait basiquement c'est littéralement contre la montre, quoi. C'est un enchaînement d'une série de formules en un minimum de temps, donc généralement c'est les PLL. On essaie d'enchaîner les 21 PLL, donc on essaie d'enchaîner les 21 PLL le plus rapidement possible. Donc moi je sais que à ça je fais environ 33 secondes par là. Les meilleurs font 24, 25. Ensuite WCA, et bien c'est tout simplement l'abréviation de World Cube Association. Et ben, c'est tout simplement l'association mondiale qui s'occupe du Rubik's Cube. Donc en fait, c'est ça qui est rigolo avec le Rubik's Cube, c'est que il y a tellement peu de gens qui font ça comparé à d'autres activités que c'est une organisation mondiale qui règle tout, et c'est plus exactement un site web en fait qui règle tout. Enfin, donc c'est le site le plus connu qui correspond au Rubik's Cube. C'est là où on peut voir toutes les compétitions, et c'est cette organisation qui organise, enfin qui, on va dire, qui délègue ou qui gère toutes les compétitions. C'est pas elle qui les finance, mais c'est elle qui les supervise à partir du site web en fait. Toutes les compétitions qui ont lieu dans le monde. Voilà, donc c'est la World Cube Association, et c'est ça qu'on dit. Par exemple, quand on fait un record du monde, il est homologué par la WCA et non pas par d'autres organismes de record du monde comme je sais pas, Guinness Book ou d'autres trucs comme ça, ou Olympique, ou voilà. Donc c'est assez important. Ensuite, alors on continue. Un timer. Et ben un timer, tout simplement, c'est un chronomètre pour se chronométrer au Rubik's Cube. Alors les chronomètres principaux, c'est bien sûr QQ Timer. C'est un site web qui permet de se chronométrer. Il y a CS Timer qui est bien aussi, c'est un logiciel. Ensuite, il y a toutes les applications, KO Timer, AI Timer pour iOS. Et sinon, je sais plus trop les noms, mais je vais regarder vite fait sur mon portable. Je crois que c'est alors, Cube Timer, ouais, ça s'appelle comme ça, Cube Timer sur Android, ou Nano Timer. Et sinon, sur Windows Phone, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est bien parce qu'ils font des averages, donc c'est pas mal. Alors ensuite, on va parler un petit peu des méthodes pour les autres gros cubes. La méthode Yo au 4x4, donc c'est une méthode assez avancée au 4x4 où on résout en fait deux premiers centres opposés, et ensuite on résout la croix. Enfin, on résout les 4 arêtes de la croix sur un côté, on finit nos centres avec notre dernière arête, et ensuite on résout notre 4 dernières arêtes. Et il y a aussi la méthode réduction. Réduction, en fait, c'est à la fin de Yo, on utilise réduction pour finir nos arêtes. Et ben réduction, c'est pareil que Yo, ou alors c'est plutôt Yo qui est pareil que réduction, sauf que réduction, on fait pas de croix. Réduction, voilà, en fait, on déplace la tranche principale, on casse les centres comme ça, et on insère la couleur de l'arête correspondante à chaque fois. On recrée nos centres, et comme ça nous crée toutes nos arêtes. En fait, elle s'appelle réduction parce qu'on réduit le nombre d'arêtes, on résout toutes les arêtes, donc on le réduit à la résolution d'un 3x3. C'est pour ça qu'on appelle ça réduction. Et c'est pour ça que les méthodes avancées, enfin les méthodes sont aussi appelées réduction pour tous les autres gros cubes, mais après pour les gros cubes, on parle plutôt de méthode free slice. Free slice parce qu'en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut lorsqu'on résout nos arêtes. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que les last for edge? Ben, si vous parlez anglais, vous aurez sûrement compris. C'est tout simplement
les 4 dernières arêtes au 5/5, parce que en fait c'est au 5/5, en tout cas pour la méthode avancée, on complète nos 4 arêtes, donc ça c'est une arête complétée, vous voyez que ça chevauche tout et c'est tous les bonnes couleurs. On complète nos arêtes, on les met sur les faces du haut et du bas, et il nous reste nos 4 dernières arêtes qui sont sur les tranches E, qui nous restent à résoudre. Ça c'est la partie avant, la partie 3/3 au 5/5. Voilà. Alors maintenant, maintenant je vais vous parler un petit peu de tous les vocabulaires pour tester un cube. Alors, on parle souvent quand on teste un Rubik's Cube, on dit, en tout cas pour les vidéos anglaises de review, on dit qu'il est smooth, ou alors qu'il est crunchy, en fait tout ça c'est le style du cube, c'est comment on ressent le cube. Parce qu'il faut savoir que le Rubik's Cube c'est quelque chose de très personnel. Ça paraît pas comme ça, mais en fait tous les cubeurs ont un style de cube différent, c'est très difficile à expliquer, mais il y en a certains qui vont préférer les cubes qui sont très serrés, donc qui sont bien resserrés avec la vis au milieu, donc ça veut dire qu'ils sont plus durs à tourner, mais en même temps ils sont plus contrôlables. Il y en a d'autres qui vont, comme moi, qui vont préférer les cubes qui sont un peu plus mous, mais qui vont privilégier le slow turning dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire essayer d'aller plus lentement et accélérer sur la fin, ou alors aller plus lentement pour faire aucune pause pendant la résolution. Et donc voilà, c'est ça, un cube qui est smooth, c'est qu'un cube qui est très doux et qui a un bruit qui est plutôt agréable. Comme par exemple le Tone Long, c'est un cube qui est très smooth. Et par exemple le Hualong, c'est un cube qui est plutôt crunchy. Vous voyez, rien qu'à écouter le bruit, on peut comprendre. Voilà, tandis que le Tone Long, voilà, c'est assez différent. C'est comme ça. Par exemple, lui, le Lingyin, c'est un cube qui est très smooth, mais qui est pas forcément rapide. Mais qui est pas très contrôlable non plus. Voilà, et puis le Zanchi, c'est un cube qui est assez crunchy et en même temps smooth. C'était le meilleur cube du monde pendant des années, le Zanchi. Mais donc voilà. Ensuite, il y a bien sûr le corner cutting. Alors, je vous parlerai de tout ça dans la vidéo quel cube choisir pour le Rubik's Cube. Le corner cutting, c'est lorsque la face n'est pas alignée et que le cube peut quand même passer. C'est tout simplement couper un coin. Voilà. Donc, corner cutting reverse, c'est dans l'autre sens. Ensuite, un cube siamois, c'est tout simplement ça. C'est un cube auquel 2 coins sont collés et qui se résout comme ça. Un square one, ça c'est un square two, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est un puzzle. Un Megaminx, c'est juste un cube qui a 12 faces. Il s'utilise dans oh merde. Qui s'utilise, on peut le faire en compétition. Ensuite, un tiles. Alors un tile, j'en ai pas ici, mais c'est des autocollants en plastique qui débordent de l'endroit où on se met les pièces. C'est tout simplement des autocollants en plastique. Il y en a souvent sur les Megaminx. Ensuite, un sub something, un sub quelque chose. C'est tout simplement un temps en dessous de quelque chose. Par exemple, si un cubeur un jour vous dit, alors moi je suis sub 15, ça veut dire que c'est un cubeur qui résout, toutes ses résolutions sont en dessous de 15 secondes. Donc c'est-à-dire 14, 13, voilà quoi. Ensuite il y a les sup. Ouais, aujourd'hui j'ai raté mon temps, j'ai fait un gros fail, donc c'est-à-dire un gros raté. J'ai fait sub 20, donc vous savez que j'ai fait un score au-dessus de 20 secondes. Donc voilà. Ensuite, le TPS. Alors, le TPS, c'est le turn per second. En fait, c'est lorsqu'on fait un bon solve, ça peut être intéressant de calculer son TPS. En fait, c'est le nombre de turns qu'on a fait par seconde. Alors, en fait, c'est très simple de calculer son TPS. On prend par exemple, imaginons, moi, je crois que mon solve avec un meilleur TPS, c'était un 7,34. Et j'avais fait, je crois que j'avais fait 53 moves. Et ben, je divise 53 par 7,34 et ça va me donner le nombre de turns que j'ai fait par seconde. Donc en gros c'est le nombre de mouvements divisé par les secondes. Et ça va me donner environ combien de mouvements j'ai fait par seconde durant cette résolution. Je crois que ça devait être 8 mouvements ou 7 mouvements par seconde. Et faut savoir que les meilleurs, je sais que Felix Zendeg sur un solve, une fois il avait fait 4,21 en 48 moves. Et ben ça fait que ça lui avait fait un TPS de 12, ce qui est totalement fou. Un TPS de 12, même en faisant l'ascenseur le plus rapidement possible, c'est inimaginable d'atteindre un TPS de 12. Enfin bon, ça c'est Félix aussi, hein. C'est Félix Zendeg. Ensuite,
Je vais un petit peu vous parler des 10 grands noms, les grands noms de speedcubeurs à connaître. Bien sûr, Felix Zendegs, Mats Valk, vice-champion du monde et ancien détenteur du record du monde 3x3. Colin Burns, détenteur du record du monde 3x3. Cornelius Dickmann, qui est très très fort aussi à connaître. Drew Brad, qui est un des meilleurs cubeurs du monde aussi. Alexandre Carlier, le champion de France. Michael Splatkovich, un des meilleurs d'Europe. Bill Wang, le champion du Canada. Il y a aussi à connaître Alexander Lowe, qui est le meilleur speedcuber à utiliser la méthode roue et qui est sub 8, presque sub 7. Il est 3e meilleur mondial. Ensuite, à connaître également, je sais pas trop, Marcin Kowalczyk en blind, qui est très très fort en multi-blind. Multi-blind aussi, c'est l'event où on résout plusieurs Rubik's Cube les yeux bandés d'affilée. Ensuite, il y a les gros blinds aussi, si on résout un Rubik's Cube de 4x4 ou 4x5, les yeux fermés. Et puis sinon, pour les autres, mais très bons speedcubers, il y a, je sais pas trop, mais Antoine Quentin à l'OH qui est très très fort. Et c'est à peu près tout pour les grands cubeurs à connaître, je pense, en espérant ne pas en oublier. Un slot, j'ai oublié de vous dire ce que c'était qu'un slot. Un slot, c'est tout simplement l'endroit où on va mettre la future paire d'F2L. Vous voyez que c'est ici. C'est l'endroit, c'est un peu une poche, quoi. L'endroit où on va remplir en mettant notre F2L. Ensuite, qu'est-ce qu'un scramble? Un scramble, c'est tout simplement la suite de mouvements que vous voyez lorsque vous voulez vous chronométrer. Bon, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Lorsque vous voulez vous chronométrer, vous voyez cette suite de mouvements, c'est juste le scramble, c'est tout simplement le mélange à suivre en connaissant les notations pour pouvoir mélanger son cube. Comme ça, après, ça permet, une fois si jamais on a fait un bon temps, de pouvoir garder le scramble, le refaire. Et aussi, c'est un petit peu une petite preuve qu'on n'a pas fait un mélange préparé, que c'est vraiment un vrai mélange qu'on avait, puisqu'on a la preuve, on a le scramble derrière. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un pop? Un pop, c'est quelque chose de très chiant, c'est lorsque vous résolvez votre cube, et puis à un moment, vous allez un petit peu trop vite, ou vous n'avez pas forcément pas bien aligné la face, ou quelque chose comme ça, et des pièces s'enlèvent et sautent. En fait, ça vient de l'anglais pop, donc c'est-à-dire sautiller ou s'enlever. Donc voilà, un petit pop, c'est jamais très très bien. Je sais que ce week-end, Felix Zendegs avait une compétition à Melbourne et qu'il a eu un pop au 7x7, du coup il a fait un DNF et ça aurait été World Record Average. Bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, un corner twist. Un corner twist, c'est aussi quelque chose de très chiant, en tout cas en compétition officielle. C'est quand, on fait un solve et à un moment, sans faire exprès avec son doigt, ça arrive souvent, on va tourner un cube. Et là, lorsqu'on tourne un cube, si on arrête le timer, si on arrête le chronomètre avec un coin qui est tourné, c'est jugé comme étant DNF. Et DNF, c'est didn't finish. En gros, did not finish. En gros, c'est cube non fini. Donc ça compte soit comme le moins bon temps de l'average, parce que voilà, si je vous fais un average comme ça, voilà, ça c'est l'average. Voilà, j'ai fait un 8, un 7, un 5, un 9 et un DNF. Le moins bon temps va être compté comme le DNF. Et le meilleur temps ne sera pas compté non plus. On fera la moyenne de ces 3 temps. Sauf que si jamais je fais 2 DNF dans mon average, et là l'average est DNF et on est dernier en compétition et on est éliminé, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Et puis si jamais on fait aucun DNF, ça je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur temps qui n'est pas comptabilisé, le moins bon temps qui n'est pas comptabilisé et le meilleur temps qui n'est pas comptabilisé. Ensuite un regrip. Un regrip, c'est tout simplement quand on remet nos doigts lors d'un solve. Par exemple, d'un solve, je vais insérer cette paire, sauf que mes doigts sont comme ça. Je vais devoir faire un regrip pour pouvoir insérer cette paire de cette façon. Ou alors, c'est quand on fait une rotation de cube, on fait forcément un regrip. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu de... Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Erno Rubik, l'inventaire du Rubik's Cube. Ça, c'est bien. Franco-Cube à connaître, et Planet Cube. Ce sont les deux principaux forums de Rubik's Cube qui existent au monde. En France, les plus importants en France. Puis sinon, dans d'autres pays, c'est Speed Solving Wiki aux États-Unis.
Ensuite, cubeicall.us, 51 Morphen, Lightech, Fasttech, speedcube.ru, ce sont des sites pour commander des Rubik's Cube. Moyu, Gans, Yuxin, Shengshu, Mefferts, tout ça, Dayan, ce sont des marques de Rubik's Cube, donc de Speed Cube plutôt. Un WR, bah, j'imagine que vous le savez, c'est tout simplement un world record, c'est comme dans tous les autres sports, voilà. Un NR, c'est tout simplement un national record, donc c'est un record d'un pays, un record de France ou un record de je sais pas quoi. Un ER, c'est un record de continent, voilà. Sauf que après, ce qu'il faut faire attention avec les records de continent, c'est que dans certains continents, ils ne disent pas ER, ils vont plutôt dire par le nom du continent. Par exemple, si quelqu'un fait un record d'Amérique du Nord, ils vont dire NAR, c'est-à-dire North American Record. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, ouais, pareil, si quand Félix fait un Oceanian Record, il va mettre OCR. Voilà, et des fois il y en a qui pensent que ça veut dire autre chose, donc voilà, faut faire attention. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous le redirai. Donc voilà, passez tous une bonne journée et à plus.